Dans cette première intervention, je vais vous proposer une analyse de la concentration géographique et structurelle de la production porcine au sein de l'Union européenne. Ce sera l'occasion pour nous de voir que de nombreux facteurs, économiques en particulier, conduisent à une agglomération spatiale et structurelle des productions animales en général. Alors, au sein de l'Union européenne, la production porcine se concentre dans quelques régions. Ceci est illustré sur cette carte qui représente la répartition des porcs par kilomètre carré de superficie. On note ainsi les bassins de production, comme en France, le Grand Ouest, avec la Bretagne, 56% des porcs. En Espagne, le Nord-Est, Catalogne et Aragon, la moitié des porcs aussi du pays. Le nord de l'Italie, la Lombardie, les Flandres belges, le sud-est des Pays-Bas, 62% des porcs du pays, le nord-ouest de l'Allemagne, Basse-Saxe et Westphalie, et tout le Danemark. Alors, la concentration géographique n'est pas spécifique à la production porcine. La répartition territoriale des autres productions animales est tout aussi hétérogène. Ainsi, les régions à forte densité laitière forment une bordure quasi continue le long de la façade maritime, en partant de la Loire-Atlantique jusqu'au Danemark. En volaille, le bassin Allemagne, Pays-Bas, Belgique est le plus gros de l'Union européenne, devant l'ouest de la France. En fait, si on compare ces trois cartes, on assiste à une colocalisation des différentes productions animales, souvent sur les mêmes territoires. Alors cette colocalisation peut conduire à des densités animales potentiellement élevées, susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Alors, les associations binaires les plus classiques seront, par exemple, le porc et le lait, qui est typique du Danemark ou du Schleswig-Holstein voisin, ou alors le porc et la volaille, qu'on trouvera dans le nord-est de l'Espagne ou le sud-est des Pays-Bas. Et enfin, la triple activité sur un même territoire, porc, volaille, lait, est quant à elle typique de la zone frontalière entre l'Allemagne et les Pays-Bas, aussi du nord de l'Italie ou encore du Grand Ouest de la France. Alors à cet égard, quelques cas de figure sont emblématiques. Ainsi, dans le bassin Côte d'Armor et Finistère, sur 3% de la SAU du pays, on trouvera 38% des porcs, 17% des volailles et 10% des vaches laitières. En Allemagne, dans le nord-ouest, dans la région de Weser-Ems, sur 5% de la SAU se concentre un tiers du cheptel de volailles, 21% des porcs et 9% des vaches laitières. Et en Lombardie, dans le nord de l'Italie, sur 8% de la SAU se concentre la moitié du cheptel porcin du pays, 30% des vaches laitières et 17% des volailles. Alors, dans ces trois grands bassins de production, où se concentrent la plupart des productions animales, on constate que les densités animales atteignent des niveaux à peu près comparables. Alors, la concentration géographique s'accompagne aussi d'une concentration des structures d'élevage. Autrement dit, les élevages sont de moins en moins nombreux et de plus en plus grands. Ce phénomène est illustré ici, sur ce graphe, qui représente l'évolution par rapport à une base 100 en 90, du nombre en pointillés et de la taille moyenne en trait plein des élevages de truies, en rouge au Danemark et en France, et en bleu en France. Alors vous noterez au passage l'augmentation exponentielle et quand même d'un côté extraordinaire de la taille moyenne des élevages de truies au Danemark. Dans ce pays, justement, la restructuration, quelles que soient les productions animales, a été une des plus fortes d'Europe. Entre 1990 et 2010, le nombre des élevages de truies a été divisé par 8 et leur taille moyenne a été multipliée par 10 pour atteindre aujourd'hui 520 truies par élevage. Et même en 2013, on est à plus de 600 truies. Et sur la même période, le nombre d'élevages de truies en France a été divisé par 3 et le cheptel a triplé, la taille moyenne a triplé, pour atteindre 125 truies en moyenne par élevage si on compte tous les détenteurs de truies. Sauf que, par exemple, au Danemark, il n'y a plus du tout de petits élevages, alors qu'en France, on en trouve encore de nombreux. Alors, ce constat qu'on vient de faire, en fait, les facteurs d'agglomération, spatiale ou structurelle, en fait, sont connus et exploités depuis fort longtemps. Et en fait, cette concentration
géographiques et structurels résultent d'interactions entre, d'un côté, des mécanismes économiques de marché et, pour contrebalancer, de l'autre côté, des régulations publiques. Alors tout d'abord, selon une théorie de longue date, chaque région ou nation a intérêt à se spécialiser dans la production sur laquelle elle aura les avantages les plus prononcés ou les désavantages les moins forts. Alors cet avantage pourrait être culturel, politique, naturel. Ensuite, la localisation à proximité des producteurs par rapport à leurs fournisseurs ou leurs distributeurs permet de réduire les coûts de transport. Et ce faisant, ça permet d'augmenter la demande, de produire plus et ainsi d'abaisser le coût moyen de production en raison d'économies d'échelle. La concentration géographique permet aussi d'accéder à des économies dites d'agglomération. Ce sont ces avantages qui naissent de la proximité géographique des acteurs en termes de disponibilité d'intrants et de services, d'un marché de l'emploi adapté, de la possibilité de partager les infrastructures entre le plus grand nombre et donc d'en diminuer le coût d'usage, ou alors d'une capacité d'innovation stimulée par une certaine émulation. Et enfin, historiquement, la baisse du prix de l'énergie a aussi autrefois entraîné celle des coûts et temps de transport, ce qui a permis d'élargir le marché de l'approvisionnement pour faire venir les grains, par exemple, ou des débouchés pour exporter les viandes ou le lait. Cette baisse du prix de l'énergie a aussi, par le passé, entraîné celle des fertilisants, ce qui a dopé leur utilisation et ce qui a permis très concrètement la dissociation à l'échelle des exploitations et spatiales des productions animales et végétales. Alors, contrebalancer les effets puissants de ces facteurs de marché pour limiter les effets potentiellement négatifs d'une trop forte agglomération des productions animales relève des politiques publiques. Alors, au sein de l'Union européenne, les productions non directement soutenues par la PAC, comme le lait et la volaille, sont plus concentrées que les autres. Dans le même ordre d'idées, c'est là que les politiques jouent un rôle, le découplage des aides accentue l'agglomération géographique et structurelle. À l'opposé, le maintien d'aides couplées, comme pour la vache allaitante, ou alors l'octroi d'aides de développement durable pour maintenir les prairies, ou alors pour compenser des handicaps naturels, ont permis le maintien de l'élevage dans des zones difficiles. Par ailleurs, en France, la gestion administrée des quotas laitiers a figé régionalement l'offre, ce qui a limité la concentration géographique, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays où la gestion était plus libérale. Alors, au-delà de ces politiques agricoles communes, chaque pays développe aussi sa propre politique, comme par exemple au Danemark, l'obligation de lier à l'échelle de l'exploitation les productions au sol, c'est-à-dire de détenir des surfaces agricoles en fonction du nombre d'animaux. Ceci a permis une répartition plus équilibrée du cheptel sur le territoire. Alors les politiques environnementales, quant à elles, qui sont là normalement pour contrebalancer les effets, notamment comme la directive nitrate, n'ont pas les effets dispersifs escomptés, ou pas assez. Alors les économistes expliquent ceci par la capacité des acteurs à faire face aux contraintes par l'innovation et le progrès qui sont d'autant plus forts et rapides qu'un grand nombre d'acteurs est concerné par ces contraintes. Et enfin, il est important de rappeler que les politiques commerciales que nous avons choisies ont encouragé l'agglomération des productions. En effet, la création d'un marché commun européen et la libéralisation des échanges mondiaux visaient in fine la spécialisation des espaces productifs en fonction de leurs avantages comparatifs, avec l'objectif d'améliorer les conditions de vie des producteurs et des consommateurs par la baisse des coûts et des prix. Alors en conclusion, la concentration géographique et des structures de production qui s'est accentuée au fil des ans, alors en production porcine, mais pas que, on l'a vu, est le résultat de choix historiques, politiques. Le marché du porc est un marché libéral, donc sans soutien de la PAC, avec des échanges très importants entre les pays européens et au-delà, ce qui se traduit par une très forte concurrence entre tous les acteurs. Alors cette situation donne la priorité à la compétitivité par les coûts. Et ce faisant, elle conduit tous les acteurs de la filière
à devoir exploiter toutes les sources d'économie. Car dans un tel scénario libéral, dans une telle situation libérale, en fait, un scénario s'impose, être compétitif ou disparaître, du moins en grande partie. Alors ça tombe bien, la compétitivité est une vertu. Elle a en effet le pouvoir de générer de l'emploi et de l'activité dans les territoires qui en sont pourvus. Et l'actualité nous montre à quel point ça peut être douloureux lorsque les choses sont autrement. Elle permet de répondre aux attentes des consommateurs en termes de quantité, de qualité, de prix et d'origine géographique des produits qu'ils consomment. Alors encourager d'autres vertus, qui sera l'objet des propos de mes collègues, comme la protection de l'environnement et des animaux, est probablement, sûrement, une bonne chose. Mais cela doit relever de choix européens, sauf à l'échelle nationale, à se contenter d'exploiter des niches. Et ces choix devront être traduits dans une politique agricole et des réglementations qui s'appliquent à tous les concurrents. Enfin, les citoyens, par leur mobilisation, leur vote, et les consommateurs, par leur consentement ou pas, à payer pour des produits différenciés, ont une responsabilité dans ces évolutions et jouent aussi un rôle sur ces évolutions.